Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. L'invitée d'aujourd'hui est une femme et je suis ravie de la recevoir, d'autant plus que mes invités au féminin peuvent se compter sur les doigts de la main. Alors non pas que je sois féministe, mais je trouve qu'il est juste de montrer et valoriser les rôles des femmes autant que celui des hommes dans le panel audiovisuel. J'ai le plaisir de recevoir Amélie Menu. Bonjour Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes journaliste, vous Mhm. collaborez actuellement avec Omerta Média. Vous venez de réaliser votre second documentaire dont vous débutez justement la promotion. Il s'intitule Porn. Tout à Vous fait. êtes également une ancienne féministe et non militante, mais pas que. En travaillant sur cette interview, je vous ai découvert et finalement, du haut de vos 30 ans, j'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies. Alors, au tout départ, vous avez commencé sur YouTube en créant une chaîne, vous étiez youtubeuse, dans laquelle vous racontiez un peu vos, vos impressions, vos réflexions, vos pensées intérieures, je vais dire. Ce qui vous a amené à partager vos réflexions sur votre corps, votre sexe, puisque vous avez même voulu changer à un moment donné de sexe. Alors, racontez-nous un peu cette période. C'était une période de ma vie, je pense que, en fait, j'ai grandi de manière, dans une famille athée avec, on va dire, la doxa dominante qui était donc le féminisme. Et ma mère est une femme extrêmement entreprenante qui a réussi beaucoup de choses dans sa vie. Elle a mis vraiment sa carrière au milieu de sa vie. Ma grand-mère, c'était ce qu'elle voulait que toutes ces petites filles fassent. Donc, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait, oui, performer, réussir ses études, avoir une carrière. Et donc, c'est un petit peu, même si j'ai été très, très, très artiste depuis le début, c'est un peu par là que j'essayais de faire mon chemin. Et en fait, dans cette réflexion d'avoir une carrière, il y a forcément un moment où on est, comment dire, confronté à il faut faire la compétition avec les hommes. Et je pense que à cette époque-là, étant quand même extrêmement masculine, j'avais du mal à trouver ma féminité. Je me retrouvais mieux justement dans cette compétition avec les hommes qu'avec la compétition avec les femmes. Et donc, je me suis jetée à corps perdu là-dedans. Il y avait aussi cette espèce de fantasme. Vous savez, les amitiés féminines sont souvent un petit peu compliquées parce que voilà, on dit pas les choses directement, on est toujours un petit peu dans une légère compétition intrasexuelle qui fait qu'on se bat un petit peu pour les garçons. Enfin, en tout cas, c'est toujours la sensation que j'ai eue avec mes amies filles. Alors qu'avec les garçons, il y avait cette espèce de fraternité à la vie, à la mort. On fait des bêtises et voilà, on vit au jour le jour. Et en fait, c'est ce groupe d'amis que j'ai trouvé à cette époque à qui je voulais absolument ressembler. Et donc, on va dire, ça crée cette espèce de, ce qu'ils appellent la dysphorie, donc une espèce de séparation entre mon corps de fille, c'est-à-dire que je faisais de la boxe, je faisais plein de choses comme ça, et je voyais bien que là où mes amis garçons, en quelques mois, réussissaient à avoir les muscles et comment dire, l'intelligence motrice pour réussir à faire certaines choses, moi j'étais toujours à la ramasse, j'étais toujours derrière, et ça créait beaucoup, beaucoup d'insécurité, Enfin, c'était bizarre parce qu'en même temps, j'étais jamais vraiment leur pote mec, j'étais toujours une fille. Enfin bref, beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. Et à un moment, on se dit, ah, et puis si je devenais un garçon, en fait. Surtout qu'à l'époque, bon, c'était le tout début du T dans l'anagramme LGBT. C'était pas le tout, tout début, mais du coup, mais c'était le début où on commençait à rajouter des lettres. C'était LGBTA+, quelque chose comme ça. Enfin, on commençait déjà à agrandir le cercle des justes, les gays, lesbiennes et bi. Et donc voilà, moi j'étais dans le milieu des artistes, donc forcément j'ai un peu baigné là-dedans. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'avais cette espèce de volonté de poursuivre la masculinité comme dans une espèce de quête, de quête un peu perdue d'avance, hein, évidemment. Mais Alors, si je comprends bien, là, j'ai plus l'impression que c'était plus une quête vers la performance, c'est ressembler ouais. aux garçons, mais pas forcément avoir une attirance pour les filles, alors, non? Non, pas du tout. Bon, après, c'est forcément quelque chose qu'on se pose parce que quand on a... je pense que moi, l'origine de cette volonté de ressembler aux garçons, c'est probablement un excès de testostérone. Enfin, moi, je crois que l'attirance sexuelle est extrêmement liée aux hormones.
ça se dit pas beaucoup, mais justement, dans les recherches que j'ai faites avec les trans, ils ont une orientation sexuelle et après avoir pris des hormones, bah, des fois, leurs orientations sexuelles changent. Et c'est un truc qui est assez connu dans l'underground des trans, mais qui n'est pas du tout porté au grand public parce que bah, ça ferait un petit peu polémique. Il y a une histoire comme ça qui tourne. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, il y a des vraies questions qui ont été posées à ce moment-là. Il y a un gars en Turquie qui avait son petit frère qui était homosexuel. Et donc, lui, c'était un bodybuilder. Il a commencé à donner des stéroïdes à son petit frère qui était homosexuel. Et son frère est redevenu hétéro. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut comme histoire, mais c'est une histoire qui revient quand même assez souvent quand je sais que des gens prennent des hormones. Et moi, à une époque, je pense que j'avais énormément de testostérone. Et à cette époque-là, bah, c'est vrai que je me disais, bon, les filles, pourquoi pas. Mais en vrai, c'était plus la recherche de la masculinité que réellement voilà, une homosexualité refoulée ou quoi. Et c'est quoi la réaction de votre entourage, de votre famille, de vos amis même, à cette époque? Bah, mes amis, ils étaient évidemment tout à fait... bon, ils m'encourageaient même là-dedans. Hein. J'étais bien entourée, on va dire. Ma famille, bon, ma mère, elle a jamais... Enfin, elle était en mode... fais ce que tu veux, viens comme tu es, en fait. Et mon père, il me disait, oh, ça va passer, mais voilà, fais ce que tu veux aussi. Je pense que j'ai grandi quand même dans une famille assez progressiste, assez compréhensive. En fait, j'aurais pu être ce que je voulais. J'aurais pu être trans. Enfin, je crois que quand même, si j'avais commencé à prendre des hormones ou j'avais commencé à faire des chirurgies, je pense que là, il se serait commencé à se dire, il y a peut-être un problème. Mais là, la façon dont je le vivais, c'était je me rasais les cheveux, je faisais de la boxe. Bon, c'était quand même relativement inoffensif. Et donc, il me disait, bah, vas-y, quoi. Donc, voilà, j'ai juste continué cette espèce de course à la masculinité jusqu'à ce que bah, je me prenne un mur, en fait. Le mur qui est, bah, étant hétérosexuel, effectivement, attirer les gars sexuellement quand on est bah, soi-même une sorte de... Enfin, il n'y a pas d'altérité, en fait. On est comme eux. Donc, il y a un truc qui les repousse un peu. Au bout d'un moment, je me dis, bon, est-ce que finalement... je m'y prends pas un petit peu mal dans ma, dans ma façon d'aborder. Le truc intéressant aussi, qui je pense m'a amené là, c'est du coup à l'époque je traînais avec donc ce qu'on appelle les pick-up artistes, les PUA, qui sont donc les gars qui font la séduction, enfin qui sont dans la séduction quoi. Ils apprennent la séduction. Donc c'est de là d'où viennent tous les coachs en séduction qui pullulent sur internet. C'est le côté un petit peu misogyne, on va dire, de la sphère masculiniste. Mais j'ai beaucoup traîné avec ces gens-là, qui m'ont appris énormément de choses. Déjà sur le féminisme, puisque eux, ils avaient une vision, justement, ils disaient le féminisme ne comprend pas du tout les problèmes des garçons, ne comprend même pas les propres problèmes des femmes, en fait. Pendant que vous aviez encore ces idées de changement de sexe ou c'est non, après? C'est un peu plus tard. On va dire que c'est un peu graduel, mais il y a plein de moments où tout a coïncidé, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une optique de ressembler aux hommes, et donc je me disais, dans une idée de féminisme égalitariste, et je me disais, bon, je vais pas attendre qu'un homme me drague, en fait. Je vois pas pourquoi on devrait exiger le même salaire, etc. Et en même temps, rester passive à siroter un petit martini en attendant qu'un gars vienne m'aborder. Donc, j'allais dans la rue, j'abordais les garçons, je leur demandais leur numéro de téléphone, je leur disais, hey, j'aime bien ton style, des choses comme ça, des trucs. Bon, bien sûr, les gars, ils tombaient des nues quand je faisais ça parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui se fassent aborder dans la rue par des filles. Donc, c'était un petit peu bizarre, souvent, les interactions. Les gars ne savaient pas du tout comment réagir. Donc, c'était marrant. Mais du coup, voilà. Donc, on va dire c'était à la fois un truc féministe et en même temps, je fréquentais un peu les masculinistes. Donc, voilà. Mais je crois que j'ai une espèce d'ouverture d'esprit qui fait que j'arrive à avoir plusieurs paradigmes en même temps qui cohabitent. Et puis, petit à petit, je fais le tri, soit d'un côté, soit de l'autre. Et voilà, donc ça a été tout un cheminement assez long, puisque ça m'a pris, 6-7 ans, on va dire, avant de vraiment me dire, ah ok, bon, en fait, c'est peut-être la féminité qui m'irait le mieux. Et voilà. Et ensuite, il y a eu tout un cheminement inverse, où j'ai commencé à repartir un peu plus vers la féminité. Chose qui, en vrai, est assez... c'est incroyablement facile, en fait, de revenir à quelque chose qui nous est plus naturel. J'allais totalement contre nature en essayant de devenir un homme. Et là, j'ai découvert, mais en fait, ouais, ça me plaît d'être une fille, en fait. Il y a aussi ce truc. Alors, je vous ai aussi entendu parler dans une interview de votre période de déréalisation.
Tout à fait. Alors, je ne connais pas, je Ah. vous l'avoue, je ne connais pas. Vous allez me l'expliquer, vous allez nous l'expliquer parce que certainement d'autres ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est, la Alors, déréalisation? la déréalisation, c'est un système de protection, on va dire, du système nerveux qui va, lors d'un choc, très fort, sur un moment, par exemple, je sais pas, on vit une expérience traumatique ou bien sur un stress prolongé, va à un moment commencer à déconnecter, en fait, ne à nous déconnecter de nous-mêmes, en fait. Donc, il y a plusieurs, en fait, tout ça, ça s'appelle, enfin, pour moi, je sais pas si c'est, psychologiquement, heu, vrai ce que je dis, mais en tout cas, la façon dont moi je l'ai vu, je Mhm. l'ai entendu et je l'ai géré, c'est en gros, il y a pas mal de choses qui vont dans le spectre de la dissociation. Donc, on va dire qu'il y a la dépersonnalisation, donc on a l'impression de plus être soi. Il y a la déréalisation, où on a l'impression que tout n'est pas réel. Moi, j'avais l'impression d'être constamment dans un rêve et donc il y avait cette sensation que, je sais pas comment vous dire, quand on se rend compte qu'on est dans un rêve, il y a ce truc un peu bizarre où rien n'est réel et puis il y a cette espèce de sensation du temps complètement distordue où genre je me retrouvais d'un endroit à l'autre, j'avais des pertes de mémoire, enfin, c'était vraiment comme dans un rêve en fait. Je déconnectais, de la réalité totale et j'étais dans un espèce de what the fuck complet, assez, généralisé. Et puis, il y a aussi, des formes plus graves de dissociation qui, pour moi, vont de l'ordre de la, trouble dissociatif de l'identité. Donc, c'est quand on a plusieurs personnalités en soi. Donc ça étant le truc le Le plus, summum. le summum, on va dire, de la dissociation. Et donc voilà. Et donc le stress que moi, j'ai vécu, qui m'a mis en déréalisation, à l'occurrence, c'était, l'éco-anxiété. En fait, à l'époque, j'étais aussi extrêmement investie dans tout ce qui était, écologie. Et à l'époque, c'était un peu l'avènement de la collapsologie. Et en fait, j'étais paralysée. En fait, je n'arrivais plus rien à faire parce que j'ai l'impression que chaque mouvement que je faisais, c'était mauvais pour l'environnement. On allait tous mourir. Il y avait un truc hyper angoissant et ça a duré pendant très longtemps puisque j'ai dû angoisser pendant peut-être un an et demi jusqu'à ce que mon cerveau juste disjoncte en fait. Genre, je ne pouvais plus encaisser autant d'anxiété, en fait. Et donc, bah, j'ai plané comme ça pendant pendant plusieurs années aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps à réattraper la réalité. Donc, voilà, j'ai fait vraiment les frais de toute la doxa qu'on a essayé de m'enseigner depuis que j'étais petite. Heu, je l'ai vraiment vécu dans ma chair, quoi. C'était vraiment ça. Bon, on sent chez vous qu'il y a eu quand même pas mal de bouleversements, pas, voilà, intérieur, extérieur. Mmh. Bon, finalement, après ça, vous vous en venez au féminisme. Mmh. Vous vous jetez à corps perdu, si je puis dire, dans cet être, dans ce concept, on va dire. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est quoi la différence entre être féministe et être militante du féminisme? En fait, on peut pas être féministe si on n'est pas totalement convaincue par ce qu'on dit et du coup les actions qu'on va prendre. Parce que l'idée, c'est évidemment d'abolir le patriarcat. Et donc pour abolir le patriarcat, il faut déconstruire les constructions sociales. Et pour déconstruire les constructions sociales, bah, c'est à nous en fait, chacun de soi-même se déconstruire entre guillemets. Donc c'est le militantisme de gauche et particulièrement le féminisme, il vient forcément avec des actions. Donc voilà, on est là et on est dans notre couple tranquillou et en fait, on va se sentir obligé de dire ah bah non, aujourd'hui j'ai fait à manger, donc c'est toi qui fais la vaisselle. Alors que ça nous aurait pas forcément dérangé spécifiquement d'aller faire le linge ou la vaisselle, mais par militantisme presque, on va s'obliger à faire des trucs. Par exemple, moi j'avais des poils partout. Bon, j'ai adoré hein, cette période parce que c'était trop bien. Hein. Je déteste m'épiler, mais voilà, il y avait ce truc où je me forçais à les montrer même quand ça me gênait parce que fallait. C'est de la provocation. Ouais, il y avait un petit peu de ça, bien sûr. Provocation, volonté. Oui, oui, il y a un truc totalement un peu adolescent d'aller un petit peu contre les règles. Et donc, ben, c'est vraiment ça. Comment dire? À partir du moment où on est vraiment féministe, c'est comme un espèce de truc qui s'infuse dans notre vie de tous les jours.
qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, parce qu'il suffit qu'on scrolle tous les jours sur Instagram et qu'on se fasse bassiner la tête de plein de mantras un petit peu, genre mon corps, mon choix, ou que sais-je, hein, ou l'égalité, etc. Et puis petit à petit, on va inconsciemment l'implémenter dans notre vie et voilà quoi. Donc pour moi, il n'y a pas trop de différence. Après, il y a vraiment le militantisme des femmes qui font des actions concrètes, qui montent des associations. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de combats du féminisme qui sont totalement louables, qui sont totalement bénéfiques pour la société, même de dire non à certaines pratiques. Je veux dire, c'est pas parce que c'est la tradition ou c'est pas parce que, je sais pas comment dire, on a toujours fait comme ça, entre guillemets, qu'il faut pas forcément le remettre en question. Moi, je suis totalement pro remise en question. Le problème, enfin, ce qui me dérange, c'est le côté tout détruire. C'est le côté déconstructiviste, quoi. C'est le côté on détruit tout et finalement, je me suis très vite rendu compte que ça proposait pas grand-chose à côté. Et c'est ce qui a vraiment, en fait, quand on n'a pas d'image claire de où on va et qu'on voit bien que ce qu'on est en train de faire n'a pas trop de résultats, puisque en fait, il y a un espèce de paradoxe qui est en train de se passer, c'est que plus les féministes sont virulentes et plus elles sont puissantes, on va dire, et plus le sexisme augmente. Aujourd'hui, il y a plein d'études, de trucs de l'IFOP, etc., et de l'INSEE qui montrent qu'il y a une augmentation du sexisme chez les jeunes, notamment chez les jeunes garçons. Ça fait 40 ans que le féminisme est presque hégémonique dans tous les médias et tout, et en fait, ça fait l'effet exactement inverse de ce que c'est censé faire. Donc en fait, quand on commence à se rendre compte un petit peu de ça, on se dit merde, quoi. En fait, est-ce qu'on pourrait pas remettre aussi en question ce truc-là? D'ailleurs, Julien Rochdy explique très bien ça. Dans son livre L'amour et la guerre, il différencie deux choses, et moi je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on peut se battre pour les droits des femmes, mais le féminisme, c'est une idéologie. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. C'est se battre pour peut-être les droits des femmes, mais pas aller jusqu'à cette espèce de fanatisme, on va dire. En fait, les droits des femmes, bon, déjà, on a quand même quasiment, pratiquement les mêmes droits. D'ailleurs, je crois que légalement, on a absolument les mêmes droits que les hommes. Ensuite, c'est vrai qu'en réalité, il y a peut-être des endroits où il y a quelques injustices, mais en fait, quand on regarde du côté des hommes, eux aussi ont d'autres injustices. Donc, elles sont différentes pour chacun, pour chaque sexe. Je pense qu'il y a surtout une question de hiérarchie, c'est-à-dire il y a les gens riches et il y a les gens plus pauvres. Et je pense qu'il y a plus de différence, on va dire, entre une femme riche et une femme pauvre, ou un homme riche et un homme pauvre, qu'un homme et une femme. En fait, le féminisme, il repose sur deux grandes croyances, en fait. La première, c'est que tout est construction sociale, en fait, qu'on grandirait avec une sorte de page blanche et que la biologie, finalement, a pas ou peu d'implication, en fait, dans comment on grandit, et qu'en fait, on pourrait faire une sorte d'humain égalitaire en enlevant les différences entre les hommes et les femmes. Donc, il y a eu beaucoup ça. Maintenant, on revient un petit peu dessus, notamment les rades féministes qui se rendent compte que justement, c'est utilisé par les trans pour dire il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Finalement, ça enlève le combat des femmes si on commence à nier la biologie. Mais à la base, c'est vrai que le féminisme tel qu'il est, il nie un petit peu l'importance biologique dans le développement et du coup les différences hommes-femmes. Donc il y a déjà ce truc-là. Et la deuxième grosse croyance, c'est que on serait contrôlé par un patriarcat et que on serait oppressé par celui-ci, sachant que la définition du patriarcat n'est jamais réellement... Enfin, je l'ai trouvé sous différentes formes, mais c'est jamais vraiment très clair qui est le patriarcat. Et en fait, c'est un mot un petit peu valise qui est utilisé un peu à toutes les sauces pour dire voilà, on est toujours oppressé par quelque chose. Évidemment, la vie est faite d'oppression, la vie est faite d'injustice, et donc on utilise un petit peu ce mot pour justifier un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, à partir du moment où on ne croit pas à ces deux choses, c'est-à-dire on ne croit pas à l'oppression du patriarcat tel qu'il est défini par les féminismes, je crois à une forme d'oppression mais un petit peu différente, et qu'on ne croit pas à la non-différenciation entre les hommes et les femmes, alors techniquement,
nous ne sommes pas, on n'est pas féministe dans le sens, c'est-à-dire iste en tant que suffixe de idéologie, c'est-à-dire comme communiste, féministe, voilà. On n'adhère pas à ce truc-là. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis contre toutes les femmes qui créent des associations pour aider les femmes qui se sont fait battre par leur mari et qui essaient de les aider. Ça ne veut pas forcément dire que je suis contre, je ne sais pas, n'importe quelle... Il y a des associations aussi qui se battent contre les lobbies pharmaceutiques, qui ne testent principalement les médicaments que sur des hommes, par exemple, et on se rend compte après que nous, ça nous fait des maladies atroces parce que ça n'aurait pas trop été testé sur nous, ou même, je ne sais pas, celles qui se battent pour que nos protections hygiéniques ou les choses comme ça, ou même la pilule contraceptive. Enfin, en fait, on se rend compte dans beaucoup de cas qu'on est un petit peu des cobayes, mais je ne pense pas que ça soit dû au patriarcat, je pense que c'est juste dû à la société de consommation, enfin, on va dire que c'est un dérivé du système dans lequel on fonctionne, et je ne vois pas pourquoi on devrait en vouloir aux hommes, puisque les hommes aussi sont tout aussi victimes de ce système. Donc voilà, pour moi, on est justement une équipe et on est complémentaires. Et si on doit se battre pour ce genre de problématiques, on peut très bien le faire ensemble, en fait. On peut très bien le faire dans la main, voir où est-ce qu'il y a des ressemblances, où est-ce qu'il y a des trucs, et se battre plutôt contre je sais pas, peut-être pas l'État non plus, mais contre les grosses entreprises ou les choses comme ça qui tentent de nous aliéner, de nous empoisonner. En fait, je crois que le féminisme, c'est une sorte de communisme. Enfin, c'est des constats marxistes, mais comment dire, appliqués dans un domaine qui n'a absolument pas lieu d'être. Parce que si la bourgeoisie oppresse la classe populaire, c'est vraiment deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'il y a les familles bourgeoises et les familles prolétaires. Alors que quand on prend cette lutte des classes et qu'on la met avec les hommes et les femmes, enfin, ça explose tous les systèmes. Enfin, ça ne peut plus marcher parce que du coup, ça veut dire que l'homme oppresse la femme, genre il l'a toujours oppressée, alors que normalement, on est censé justement former un noyau solide pour créer une sorte de micro-communauté dans la communauté. Et pour moi, exploser ce système-là, ça crée donc l'individualisme à outrance et aussi, ça crée la centralisation des choses. Par exemple, à une époque, si y avait une ampoule qui cassait ou si j'avais un problème avec mon lavabo, je pouvais demander à mon mari, qui en général s'y connaissait un petit peu, et si c'était pas trop compliqué, pouvait réparer tout ça. Aujourd'hui, si je suis une femme seule et que je sais pas réparer, parce que c'est possible, hein, je sais réparer quelques trucs, mais admettons je ne sais pas le faire, je suis obligée de payer un électricien. L'État ponctionne une partie en fait de chaque chose qu'on va acheter. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une nourrice, j'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin de... on va comme... Normalement, c'était la communauté, c'était notre famille qui s'occupait de tout ça. Et en fractionnant le noyau dur, on se retrouve dans une sorte de centralisation des pouvoirs, puisque du coup, c'est l'État et les grandes entreprises qui commencent à accumuler le pouvoir. Et on sait aussi en psychologie que en fait, les gens qui sont au top de ces hiérarchies sont des psychopathes. Pas tous, hein, mais je ne sais plus combien de pourcents il y a, mais globalement, on a remarqué qu'il y a une concentration plus grande de sociopathes, de psychopathes, de gens qui sont dans la triade noire. Et donc, pour moi, cette centralisation, c'est ça qui est un petit peu terrible, c'est que le féminisme accentue justement la montée au pouvoir de psychopathes qui pourraient être qualifiés de patriarcat, du coup, vu que c'est des gens qui sont profondément mauvais, qui n'ont pas d'intérêt à ce que on prospère, mais plutôt ils sont plutôt pour leur propre... ils se battent un peu pour leurs propres intérêts. Du coup, pour moi, il y a cette idée que si on refait des familles solides, on va faire la promotion plutôt de la décentralisation qui donnera de moins en moins de pouvoir justement à cette élite corrompue et un petit peu pas forcément avec toujours les meilleures intentions. Moi, ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il y a une vraie instrumentalisation en fait de ce mouvement féministe. Totalement. En tout cas, c'est ce que je comprends dans vos dires. Mmh. Et j'ai une question à vous poser. Jusqu'où êtes-vous allée dans ce féminisme et que vous regrettez aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de choses que je regrette, mais c'est comme tout dans la vie. On fait des erreurs et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, je vais pas dire... Je dirais que peut-être mon avortement ça a été une épreuve assez dure à
à passer parce que justement, on m'avait pas prévenu à quel point ça pourrait être traumatisant physiquement. D'ailleurs, ça s'est d'abord déclenché physiquement, mon traumatisme, et ensuite, ça s'est propagé jusqu'à une grosse dépression qui a duré un petit moment quand même. Et en fait, je suis un peu, comment dire, dégoûtée du côté extrêmement nihiliste et de ce non-amour pour la vie et les choses belles. Juste la beauté de la femme. Enfin, je pense sincèrement que non seulement j'ai potentiellement tué mon enfant, alors après, bon, à cette époque-là, j'étais extrêmement immature. Enfin, je me serais pas vue avoir un enfant d'un côté. Donc c'est pour ça que je dis que je regrette, mais bon, enfin, je sais pas ce que la vie aurait pu m'apporter si j'avais gardé cet enfant, mais je pense pas que ça soit sain qu'on fasse la promotion de ce genre de choses. Moi, je supportais pas la pilule, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont eu énormément de problèmes avec la pilule contraceptive. Et moi, ça me détruit. Moi, ça me démolit de voir qu'on nous a gavés des fois à 15 ans, juste parce qu'on avait un petit peu d'acné, on nous donnait la pilule juste comme ça, alors qu'on n'avait même pas trop de relations sexuelles. On a toutes perdu notre virginité hyper tard. Et genre, nos gynécologues, ils nous prescrivaient la pilule comme si c'était des bonbons, quoi. Enfin, je veux dire, ça touche quand même à nos hormones, ça nous castre chimiquement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Donc moi, heureusement que moi, ça me faisait juste gerber du matin jusqu'au soir, ça me donnait des maux de tête et des maux de ventre ingérables. Donc j'ai jamais tenu une pilule plus d'1 mois. Mais quand je pense à toutes ces filles qui doivent vivre avec des symptômes et elles se rendent même pas compte à quel point c'est dangereux de prendre ce genre de choses. Ça, moi, ça me terrorise. Vraiment, ça me terrorise d'y avoir cru, ça me terrorise d'avoir participé en fait à cette espèce de grand jeu. Et il y a aussi ce truc de la démolition de la beauté féminine, la destruction méthodique de la féminité et de ce qui nous rendait exceptionnels, à savoir la maternité, bien évidemment, mais aussi, je sais pas, la beauté, quoi. En général, les femmes, nous, on est belles. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça tellement beau, une femme, que quand je vois une fille, en plus, parce que c'est ça, en fait, ce que je regrette, c'est que au moment où j'étais potentiellement la plus belle physiquement, dans la fleur de l'âge, ben, je m'enlaidissais volontairement, en fait. Volontairement, je me rendais plus moche pour être sûre de ne pas attirer le regard des hommes et pour être sûre de ne pas jouer le jeu des stéréotypes du patriarcat. Et c'est trop dommage de mettre... En fait, aujourd'hui, je me suis battue pendant plusieurs années avec une estime de moi au ras des pâquerettes, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'on n'explique pas aussi aux filles qu'en vrai, ce qu'on aime et ce qu'on a besoin, c'est aussi le regard des hommes et la validation des hommes. Et là où certaines tombent atrocement dedans avec les réseaux sociaux et tombent dans une espèce d'addiction à l'attention et elles vont avoir de plus en plus tendance à se dénuder justement sur les réseaux et sur les plateformes comme Mime et OnlyFans par exemple. En fait, il y a cet extrême-là qui est actuellement en roue libre dans le féminisme, et il y a aussi l'autre extrême où on va essayer de se rendre la plus moche possible pour être sûr de ne pas jouer. Voilà. Donc dans un, c'est genre, on sent pouvoir, c'est le mot qu'elles utilisent, elles se libèrent en fait en récupérant l'argent des hommes et en utilisant justement leur sexualisation pour gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'elles appellent, voilà, elles appellent ça l'empouvoirment. Et à côté de ça, il y a cette espèce de surtout ne pas jouer au jeu des hommes, et vraiment on sort de là. Et souvent, bien souvent, la plupart de ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui aujourd'hui sont plus mes amies, mais en fait finissent par se dire en fait peut-être que je suis lesbienne en fait. Mais je le ressens plus comme une sorte d'abandon, comme si elles avaient baissé les bras en fait. Elles se rendent peut-être presque même plus compte qu'à force de vouloir être un petit peu dans cette espèce de je tiens tête aux hommes, je me laisse pas aider, je nourris ce caractère masculin et je m'enlaidis, et ben en fait elles ont fait fuir les hommes, mais c'est pas qu'elles les aiment. Enfin oui, puis il y a aussi cette misandrie, donc cette détestation des hommes qu'on cultive comme ça dans ces milieux-là. À force de ça, en fait, on devient lesbienne, mais j'ai pas l'impression que c'est une orientation sexuelle, j'ai plus l'impression que c'est genre
une forme de nihilisme absolu, quoi. Et ça vraiment, ça me rend triste et je suis extrêmement contente d'en être sortie, vraiment. Cette espèce de négation de ce qui fait la beauté de la vie, en fait, tout simplement. Alors finalement, ce sont toutes ces expériences qui vous ont amené, j'ai l'impression, vers le journalisme. Et c'est Un peut-être... peu, ouais. Oui, Disons que j'ai l'impression que pour avoir un peu tout vécu, parce que comme vous dites, j'ai un petit peu plusieurs vies, c'est aussi comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que j'ai cette espèce de résilience naturelle qui fait que j'arrive non seulement à souvent remettre en question ce que je pense et ce que je crois, et aussi j'arrive assez bien... en fait, j'ai toute une technique pour passer à travers les deuils de manière assez efficace, même si c'est toujours extrêmement douloureux, mais j'ai l'impression que la vie est faite d'une continuelle... on est tout le temps obligé de faire des petits deuils, donc soit de la personne qu'on était, soit des personnes qu'on a connues, soit voilà, en ce qui me concerne mon avortement par exemple, il y a eu plein de gros deuils que j'ai eu à faire. Et le fait que j'ai réussi à vivre autant de vies, chose qui est, je pense, assez rare, j'ai l'impression que ça me donne une forme d'empathie et de compréhension. C'est-à-dire que même s'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec moi, je sais d'où ils viennent, je sais pourquoi ils pensent ça, je sais qu'est-ce que ça leur apporte, je sais pourquoi ils auront du mal à remettre en question ces choses-là. Et puis bon, du coup, entre-temps, je me suis passionnée de psychologie, donc j'ai l'impression que le journalisme aujourd'hui, il est plutôt visé sur... c'est ce qu'on appelle l'infotainment. L'infotainment, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On est là que pour divertir, en fait. C'est que des trucs... ah tiens, un tel a dit tel truc. Ah, Bidule a fait tel truc. Et ah, est-ce qu'on est choqué ou est-ce qu'on applaudit? Voilà, c'est ça, en fait, aujourd'hui, l'information, le journalisme, c'est beaucoup ça. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est justement, je me suis dit, mais on parle plus des sujets... je veux dire, des vrais sujets, quoi, des sujets profonds, des sujets qui nous touchent tous profondément. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas essayer de faire ça, de prendre des gros sujets qui, finalement, comment dire, sont assez peu évoqués. Et est-ce qu'on pourrait pas, voilà, prendre le nœud et dénouer la pelote de laine en allant voir tous les acteurs comment dire, de ce sujet et d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça et mettre tous les acteurs en côte à côte, en fait, pour voir comment ça rend quand tu les entends dire le tout et leur contraire dans le même documentaire et permettre aux gens, justement, de faire leurs propres avis, de se faire leur propre avis, quoi. alors en Justement. tout cas, vous vous intéressez quand même particulièrement à des sujets qui vous touchent. Qui vous touchent. Donc votre premier documentaire, vous l'avez réalisé sur le thème du transgenre, puisqu'il Bien s'appelle sûr. Trans. Vous êtes allé à la rencontre de spécialistes de santé, de témoins aussi, de personnes qui ont changé de sexe, qui vous ont raconté leur expérience. C'est un documentaire assez récent d'ailleurs, hein, qu'on peut encore retrouver, je crois, sur Sur la plateforme Omerta, tout à fait. C'est ça. Alors, quel retour vous en avez eu de ce documentaire? Je crois que Et comment ça s'est passé aussi d'aller à la rencontre aussi de gens qui vous ont fait confiance finalement pour vous livrer ces témoignages? ça a été une partie, on va dire la production du documentaire a été extrêmement stressante parce que je savais que c'était un sujet difficile à aborder et en même temps, je savais comment l'aborder parce que je sais exactement, en fait, là où la plupart... Ce qui m'énervait, en fait, c'était que les conservateurs qui faisaient je dis conservateurs parce que c'était souvent les Américains, en fait, qui abordaient ce sujet. Ces gens-là faisaient souvent des documentaires et ça se voyait mais ils comprenaient pas du tout la problématique trans, en fait. Mais dans son fondement, c'est-à-dire, oui, ça vient, on va dire, ça vient d'un profond inconfort avec son genre, avec les stéréotypes de genre. Et en fait, c'est facile de critiquer les trans quand on est et qu'on est un homme et qu'on se sent bien homme et qu'il n'y a pas de problème, on a toujours eu voilà, notre petite femme. C'est facile de dire « Ah, c'est tous des tarés ». Mais en fait, quand on est avec, on va dire, un caractère un petit peu différent, qu'on est un petit peu un paria, qu'on n'est pas bien intégré dans le monde,
c'est beaucoup plus dur de trouver sa place. Et donc moi, je voulais vraiment apporter ce truc-là. Je voulais comment dire, raconter mon histoire, mais pas qu'elle en devienne non plus la norme, hein. Je sais que à l'intérieur de toutes les histoires bizarres de, 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 de ce sujet, il y a quand même... mon histoire est aussi un petit peu particulière, donc j'ai pas essayé d'en faire une généralité, j'ai essayé d'expliquer avec simplicité et un petit peu d'empathie ce que c'était. Et je pense que ça a beaucoup plu, parce que je pense que c'était justement le documentaire nuancé qui ne se fait plus, en fait. Aujourd'hui, on n'est que dans l'extrême, soit l'un, soit l'autre. Justement, l'espèce d'infotainment où il faut toujours exacerber comment dire, les émotions les plus primaires chez les gens, à savoir la colère, la honte, enfin du coup pas la honte, mais genre la moquerie ou des choses comme ça. Et souvent, on fait ces documentaires en voulant se moquer des gens. Et moi, ça m'insupporte. Donc, j'ai essayé de faire un truc un petit peu empathique. Et au début, je me suis beaucoup heurtée donc au refus des gens à gauche qui ne voulaient pas me parler, évidemment, puisque j'étais Amélie Menu, la facho, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un faux nom, enfin, qui n'était pas un faux nom, en fait. Là, C'était... je vous coupe une seconde quand vous dites à gauche, parce que quand on est transgenre, on est forcément à gauche, c'est quoi? Bah, j'en ai rencontré, du coup, qui étaient pas déclarés à droite, mais probablement pas non plus extrêmement à gauche. J'en ai rencontré, mais ils sont extrêmement minoritaires, puisque, en fait, justement, c'est ce que je dis, quand on est là-dedans, on cherche aussi une communauté. Donc, la communauté la plus, comment dire, la plus proche et la plus facile à intégrer, bah, évidemment, c'est la communauté LGBT, qui est bien connue pour être vraiment, vraiment, vraiment à gauche, voire même d'extrême gauche. Donc voilà, et donc à cette occasion-là, bah, du coup, j'ai juste pas nommé mon nom, j'ai juste envoyé ma collègue qui a commencé à démarcher les gens avec son nom. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile de voir ces gens se sentir trahis, parce que en vrai, j'ai rien dit de mal en fait sur eux. J'ai vraiment fait très très attention. En réalité, sur les 3 à 4 heures de rush que j'avais sur ces personnes-là, j'avais vraiment, vraiment de quoi les faire tomber, les faire passer pour des gens vraiment irrationnels et ridicules. Et j'ai fait un énorme effort pour essayer de mettre les parties où je sais je sais que c'était sincère. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a deux manières de parler devant une caméra. Il y a les moments où on est sincère et les moments où surtout quand on est à gauche, hein, où on tombe un petit peu dans l'idéologie. Et j'ai justement Et ce essayé. sont des personnes qui ont refusé de témoigner à visage découvert, non? Ou ils ont... Ah non, la c'est plupart pas des gens qui ont de gauche, non, ils ont témoigné à visage découvert. Non, celle qui a témoigné anonyme, c'est Madeleine. Justement, c'est une femme transsexuelle qui, elle, donc s'appelle transsexuelle et qui est contre l'idéologie trans. Et c'est pour cette raison-là qu'elle n'a pas pu montrer son visage. C'est parce qu'elle risque réellement de se faire attaquer pour. Donc c'est vraiment paradoxal, quoi. Le tabou n'est pas du tout là où on pense, quoi. Donc voilà. Mais je pense que n'importe qui regardera, qui regarde le docu, le problème c'est que aujourd'hui à gauche, dès que il y a quelque chose qui sort sur le sujet de notre part, ils vont même pas aller le regarder en fait, ils vont se faire plein d'a priori. Et je me suis fait insulter de tous les noms. Alors que les gens n'avaient juste même pas regardé le documentaire, qui, je pense, d'ailleurs, ça a choqué tout le monde. Je me suis même fait engueuler par certaines personnes très, très à droite en disant que j'étais absolument complaisante, que j'incitais les gens. Enfin bref. De toute façon, c'est pareil avec mon docu-porno, hein. Rien que le fait que j'ai laissé des femmes parler de leur métier, c'est déjà leur faire de la pub et être dans la promotion. Donc, bon, de toute façon, personne n'est jamais content. Dès qu'on fait un truc nuancé, on se heurte toujours à la critique des deux côtés, quoi. Donc, moi, ça me va. Ça me va. Je sais que beaucoup de gens vont pouvoir en profiter pour juste se faire leur propre avis, en fait. Parce qu'en fait, je capte quelque chose, c'est que dans mes documentaires, souvent, je ne dis pas quoi penser. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont reproché ça. Ils me disent, mais du coup, tu vas où, en fait, avec ton documentaire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Dis-moi, qu'est-ce que je dois penser? Mais c'est pas à moi de te dire ce que tu dois penser. Moi, je te présente thèse, antithèse, et c'est à toi de faire un petit peu la synthèse, même si je fais quand même une conclusion à mon documentaire.
très souvent. Mais je conclus pas sur tout, et je pense que c'est un truc que les gens ont oublié. Ouais, c'est un truc que les gens ont oublié. Aujourd'hui, ils attendent une conclusion, et ensuite ils disent « Ah, je suis d'accord » ou « Ah, je suis pas d'accord ». C'est-à-dire qu'ils sont soit totalement en adéquation, soit ils sont en réaction. Et c'est vraiment de plus en plus rare les gens qui sont là et qui commencent à, à comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce documentaire, et qui sont ouverts à la discussion à propos de tous ces trucs, quoi. Donc, on est dans une période compliquée, hein, Alors, vraiment. pour poursuivre sur le documentaire trans, que répondez-vous à Mariko? Alors, Mariko, c'est le premier Je vois maire très bien qui est Mariko. transgenre. Alors, Ah oui, je le dis quand même pour les D'accord. spectateurs, c'est le premier maire transgenre de France qui déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le traitement des cas, en France en tout cas, en rappelant par exemple que pour une vaginoplastie, il y a quand même 6 mois d'attente. Qu'est-ce que vous lui répondez, tout simplement? En réalité, donc, 6 mois d'attente, c'est dans le public. La plupart des gens aujourd'hui en France, du moins ceux qui ont un petit peu d'argent, vont plutôt dans le privé. Donc oui et non. Après, c'est bien pire aux États-Unis, je suis totalement d'accord. En France, il y a quand même beaucoup de réglementations. Mais pendant mes recherches, j'ai trouvé... en fait, la problématique, elle est aussi surtout sur les hormones. Je suis d'accord que les chirurgies aujourd'hui en France, elles sont beaucoup faites, mais c'est comme pour la chirurgie esthétique. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont faire ça en Tunisie, en Turquie, au Maroc, dans ces trucs-là où, vous savez, il y a des packages faits exprès. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce qui concerne la transidentité en Iran, par exemple. Donc, il y a beaucoup de tourisme. Par exemple, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont fait ça, enfin que j'ai rencontrées personnellement, qui ont fait ça au Canada. Donc en fait, bien sûr, en France, il y a des procédures ralenties, mais il y a des sites entiers qui vous expliquent, des wikitrans, qui vous expliquent comment gérer vos papiers, comment trouver des opérations pas chères, etc. Comment... Enfin, je veux dire, ils sont quand même extrêmement aidés dans leur processus de transition. Et souvent, comme c'est des gens qui vont pas forcément très bien psychologiquement, parce que à ce moment-là, en pleine dysphorie, il peut y avoir une sensation d'urgence. C'est genre, si j'ai pas ma mammectomie tout de suite, ou si j'ai pas ma féminisation du visage tout de suite, je vais mourir, en fait, je vais me suicider. Donc il y a souvent cette espèce de truc d'urgence, et ce qui les amène à aller à prendre des chemins hyper dangereux, en fait, soit à l'étranger, soit en... Alors, il y a le truc des hormones, justement, où ils peuvent s'acheter sur Internet, maintenant. Il y a des gens qui font des sortes d'explications sur comment prendre les bonnes doses de testostérone ou d'œstrogène. Ils font leur propre petit cocktail. On rappelle des hormones de synthèse. Exactement. Ouais. Des hormones de synthèse qui sont faits dans des laboratoires, on ne sait même pas trop comment c'est fait. Par exemple, les trucs oestrogénisants, à l'époque, c'était fait avec de l'urine de jument, enfin des trucs mais complètement dingues. Et je ne comprends pas comment, à gauche, on peut encourager ce genre de choses, puisque il y a cette idée de protection de l'environnement, de la nature. La gauche adore se dire écologiste. Et pourtant, on ne protège pas la nature basique qui est, je veux dire, l'humain. Puis il y a plein de problématiques aussi, c'est que les hormones qui sont ingérées, notamment les œstrogènes, ne sont pas décomposées par le corps et ressortent par l'urine. Et donc, en fait, c'est pas, on n'arrive pas à les retirer de l'eau dans les usines de traitement d'eau. Donc, en fait, aujourd'hui, plus il y a de trans qui prennent des hormones, et plus toute la population globale se met à être sous œstrogène. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Je veux dire, peu importe les problèmes, c'est juste, je vois pas pourquoi c'est pas un débat en fait aujourd'hui. La production d'œstrogène. Pourquoi on donne la pilule aux gamines? Pourquoi on donne des bloqueurs de puberté? Pourquoi on donne des œstrogènes à des garçons qui veulent devenir des filles, alors que ça a un impact clair et évident sur l'environnement, par exemple. Donc, je veux dire, même au-delà du problème individuel, je pense que c'est un problème de société et qu'il va falloir qu'on ouvre le débat, quoi, parce que, on ne peut pas juste continuer à polluer totalement notre planète comme ça et polluer les corps des gens. Et je sais pas, ça me paraît tellement contre. Alors, au-delà productif. de la pollution aussi, alors vous avez dit tout à l'heure, le transgenre est une idéologie. On n'a pas évoqué le cas des enfants, vous l'avez fait là rapidement, mais effectivement, en ce moment, on voit de plus en plus de cas
d'enfants, de petits garçons ou de petites filles qui désirent Mmh. changer de sexe et on se pose la question, on s'interroge, surtout quand on est parent, mais d'où vient cette idée? Est-ce que c'est vraiment un désir profond? Est-ce que c'est, encore une fois, une idéologie pour rentrer dans un moule? Comment vous expliqueriez ce nouveau phénomène, en fait? Bah, nouveau, je pense pas, hein. Quand on est enfant, on a envie d'être une princesse, on a envie d'être une sirène, on a envie d'être un guerrier. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le cerveau de l'enfant, du moins jusqu'à 8 ans, après on parlera ensuite des pré-ados et des ados, mais en tout cas jusqu'à 8 ans, bah, c'est évident qu'on va, imiter en fait un petit peu tout ce qu'on voit. On est changeant en fait, on est des sortes d'éponges qui absorbons tout ce qu'on voit et à 8 ans, on n'a pas du tout encore les hormones, comment dire? Sexuées qui sont, qui comment dire? Qui font réellement effet. Donc en fait, oui, si un garçon, il commence à mettre, du vernis à ongles parce que ça l'amuse, c'est vraiment juste littéralement parce que ça l'amuse. C'est de la même manière qu'il pourrait s'habiller. Moi, je gardais des garçons, enfin, des gamins à une époque, et il y avait un petit garçon, il était non-stop dans son pyjama Spider-Man, en fait. Et on n'allait pas lui faire une chirurgie esthétique pour lui mettre du, je sais pas, du truc collant dans le bras. Enfin, je veux dire, pour moi, pour avoir gardé énormément d'enfants, ça me paraît logique que quand on est gamin, bah, des fois, on dit, je suis une fille, j'ai envie d'être une fille, mais totalement par, je sais pas, il y a un détail qui nous a marqué et donc on se dit: «Ah, si je peux pas faire ça, c'est parce que je suis pas une fille, donc j'ai envie d'être une fille». Par exemple, ça peut être un truc tout bête, il y a un petit garçon qui a une grande sœur et il voit que la grande sœur, on lui donne, un truc spécifique qu'il a envie d'avoir et à chaque fois, on lui dit: «Non, tu es un garçon». Bah, il se dit: «Bah, si j'ai pas le droit parce que je suis un garçon, bah d'accord, bah OK, bah je suis une fille». Et là, d'un seul coup, on va quoi? Affirmer son genre, alors que c'est juste qu'il avait envie d'avoir, le même genre de cadeau que sa sœur, par exemple. Parce qu'il regardait sa sœur en se disant: «Waouh, c'est trop cool les cadeaux qu'elle a, donc je veux les mêmes cadeaux, donc» enfin, vous voyez, c'est absurde. Je veux dire, la plupart des enfants, je pense que c'est ça. Après, je dis pas, il y a probablement des petits-enfants homosexuels, j'en ai déjà rencontré aussi. Les petits-enfants homosexuels, ça se voit, ça se sent, et effectivement, ils ont souvent, cette espèce de truc où ils vont avoir, enfin, je dis surtout des petits garçons, en fait, parce que des petites filles homosexuelles, j'en ai pas rencontré tant que ça, donc voire même pas du tout, donc je sais pas trop comment ça se manifeste, mais en tout cas, les petits garçons homosexuels, ça se voit tout de suite, c'est trop mignon et on va pas, enfin, je veux dire, s'ils commencent à nous dire: «Oui, je veux être une fille», non, c'est OK, tu vas grandir comme un garçon et puis tu aimeras les hommes et c'est très bien comme ça. Je Et peut-être que dans tout ce lot de ces enfants, il y en a un, parce que c'est 1 donc admettons on prend, plein d'enfants, il y en a un qui va, en définitive, devenir, transsexuel, peut-être. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de mutiler, d'empoisonner des gamins? Déjà juste psychologiquement, hein, juste si même s'il y a aucun traitement, qui leur est donné, juste leur dire: «Oui, OK, tu es une fille, on va changer ton nom, on va changer machin». Enfin, c'est complètement, enfin, c'est un peu tordu, quoi. C'est vraiment tordu, je trouve. Après, moi, je dis ce que je pense. Chacun a le droit d'exprimer, son avis, mais je pense pas que ce soit rendre service aux enfants trans, aux enfants vraiment trans, que déjà de leur, là, je pourrais vraiment faire une tangente super longue sur, réellement, ce que ça fait. En fait, quand on fait les bloqueurs de puberté, donc là, on va dire, admettons que là, on 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 accepte l'identité, changeante d'un petit garçon, par exemple, pour en faire une petite fille et donc là, il passe ses 9-10 ans et il commence sa puberté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, on lui a changé son nom, on l'habille en fille et cetera, donc on va commencer les bloqueurs de puberté parce qu'on considère que passer par la puberté, ce serait un traumatisme, donc on va bloquer sa puberté avec des médicaments qui sont absolument atroces, qui vont causer énormément de problèmes de santé, à l'enfant et aussi simplement vont arrêter, comment dire? La croissance de ses organes génitaux et de ses organes, bah, justement du plaisir. Donc on sait que beaucoup d'enfants à qui on a arrêté, la puberté, ne peuvent quasiment plus ressentir d'orgasme. On n'en parle pas de ça, en fait et il y a une très jeune trans, aux États-Unis qui est assez connue, qui aujourd'hui a énormément de problèmes parce qu'en fait, comme on lui a bloqué,
sa puberté, en fait, son pénis ne s'est pas assez développé. Et donc, quand on a voulu lui faire une chirurgie pour lui faire un vagin, il n'y avait pas assez de peau pour lui fabriquer un vagin artificiel. Donc bon, je passe l'atrocité de cette procédure, hein, qui consiste quand même à faire une plaie béante dans le corps d'un homme. Donc c'est quand même extrêmement difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Il y en a qui utilisent une partie du côlon, par exemple, pour créer une cavité du vagin. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, il y a toujours la flore du côlon qui est à l'intérieur de la peau et ça sent, je sais même pas, ça sent les excréments, en fait. Et il y a beaucoup de trans qui, en voyant ce qu'on leur a fait, la boucherie qu'on leur a fait, se suicident. Et là, je ne parle même pas des phalloplastie, parce que là, en ce qui concerne la création ex nihilo d'un pénis, là, on est vraiment sur de la boucherie pure. J'ai vu des trucs, mais j'en ai mis quelques-uns dans mon documentaire pour que les gens comprennent vraiment la catastrophe que c'est. J'ai rien contre les trans, et je pense que s'ils veulent réellement vivre leur vie en tant que le sexe opposé, pour moi, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on pourrait faciliter ça pour les pour l'extrême minorité de trans qui ont besoin de ça pour survivre. Mais par contre, je suis pas sûre que les charcutés n'aident en quoi que ce soit, quoi. Mais je suis autant contre ce genre de procédure que sur la chirurgie esthétique. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais alors quid de la chirurgie esthétique? Mais je pense exactement la même chose de la chirurgie esthétique, hein, qu'on soit bien d'accord. Même si je pense que, bon, une rhinoplastie, quand vraiment on a un nez qui nous complexe à mort, mais il faut que ça soit une chirurgie réparatrice et une chirurgie calibrée, quoi. Encore une fois, il faut toujours qu'il y ait qu'on pèse le pour et le contre. Et j'ai vraiment l'impression que toute la dysphorie du monde, et je sais à quoi ressemble la dysphorie, hein, intérieurement, toute la dysphorie du monde peut s'amadouer dans une certaine mesure et pourra donc probablement s'amadouer dans la mesure où la personne pourra faire avec sans avoir à se charcuter, je pense. Enfin, après, c'est un travail, hein, encore une fois, c'est un deuil à faire, accepter que, voilà, on n'aura jamais les attributs de l'autre sexe. Et je pense que comme on a grandi dans cette espèce de société de l'enfant roi, on peut tout avoir, on n'apprend plus aux enfants et aux gens à faire le deuil des choses qui ne sont pas possibles. Et ça fait partie des choses. La médecine vous ment quand elle vous dit qu'elle peut vous faire changer de sexe. Elle vous ment, c'est un mensonge aberrant qui va juste vous rendre malade, triste. Et j'ai des histoires, enfin moi j'ai suivi plusieurs détransitions de très près, notamment sur YouTube. C'est vraiment, ça crée des maladies auto-immunes, enfin des infections, des trucs, mais c'est atroce. Personne ne veut de cette vie, dysphorie ou pas, hein, vraiment. On va passer maintenant à votre tout dernier documentaire, Ouais. Porn, qui traite de pornographie, un sujet tout aussi polémique. Alors pourquoi vous êtes engagée dans ce thème? Alors au début, c'est marrant parce que, en fait, au début, à l'intérieur du sujet trans, il y a une partie où je me suis rendu compte qu'une grande partie des trans étaient des hommes vers femmes, étaient en réalité des hommes qui avaient des sortes de fétichisme sexuel. Dû à une énorme consommation de pornographie et souvent des addictions très très graves. Et en fait, donc par exemple, c'est ce qu'on appelle le sissy porn. Enfin, il y a tout un processus qui s'appelle la sissification. Et, en gros, c'est le sissy porn, c'est des femmes avec des bites. Vous voyez, il y a tout de suite un truc un peu bizarre. Ça vient un petit peu du hentai, mais voilà, il y a tout un délire un petit peu pédophilie un peu genre cachée, mais en même temps assumée dans le hentai. Vu que c'est des dessins, on dit que c'est plus ou moins autorisé. Donc, il y a plein de dérives comme ça, complètement folles, que j'ai découvert avec le docu-trans. Et je me suis dit, personne n'en parle, en fait. On parle de la transidentité et personne ne parle que peut-être il y a une problématique plus profonde qui est la consommation dangereuse et abusive de certains gamins de la pornographie qui les mène à devenir des adultes complètement déglingués de la tête. Vraiment, c'est ça. Et puis, donc au début, je partais là-dessus. Je me suis dit, bah tiens, je vais voir, je vais aller creuser un peu le sujet, je vais voir qu'est-ce que la pornographie a comme impact réellement sur les jeunes, puisqu'aujourd'hui, la pornographie est illimitée.
en termes de ce qu'on peut visionner et en termes de... C'est vraiment gratuit et dans ta poche. Donc, où tu veux, quand tu veux, quel que soit ton âge. Donc, voilà. Et puis, très, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces petits sujets extrêmement niches, hein, vous me l'avez dit vous-même, vous comprenez rien du tout à ce que je raconte, c'est vraiment comment dire, une extrême minorité, en fait, dans la problématique de la pornographie. Et là, je creuse et je me rends compte du tabou gigantesque, mais vraiment, hein, qu'on a autour de ce sujet-là aujourd'hui dans notre société. Alors, le féminisme, etc., on fait la promotion des travailleuses du sexe, des actrices porno, on les voit souvent sur les plateaux, dans les médias. En fait, il n'y a plus vraiment de tabou en ce qui concerne être une actrice porno ou même une travailleuse du sexe, quoi. Bon. Donc aujourd'hui, c'est plutôt bien vu. Et du coup, moi, je me disais, bon, bah, en fait, il n'y a pas de tabou à propos du porno. C'est presque devenu de la pop culture, en fait. Sauf que, en plongeant dans le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, le tabou, il était chez les hommes. C'est-à-dire que quand je demandais aux hommes, c'est quoi votre consommation de porno et est-ce que vous pensez que vous avez une relation un petit peu saine avec ça? Rien que mes amis, je découvrais une autre partie de leur identité. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout que certains de mes amis, qui sont pères de famille, respectables, etc., ont une dépendance à la pornographie. Et je me suis dit, mais quoi? Enfin, je veux dire, comment c'est possible? Enfin, genre, ils sont à la limite de l'addiction. C'est-à-dire que s'ils veulent essayer d'arrêter, ils ne peuvent pas. Donc, ils n'ont pas encore toutes les conséquences. C'est une drogue qui est à la fois extrêmement puissante, mais aussi extrêmement douce dans la descente des effets négatifs. Donc, un peu comme le crapaud qui est dans l'eau et qu'on augmente la température tout doucement, souvent, ces gens-là, donc, qui sont entre 30 ans, enfin, je dirais que la génération là, des trentenaires qui sont actuellement, on est ceux qui avons grandi avec la pornographie gratuite, entre guillemets. Et donc, à partir de nous jusqu'à la nouvelle génération, on est ceux qui avons le plus en fait, souffert de potentiellement ces addictions à la pornographie. Et dans mon documentaire, il y a un des garçons addicts, qui a été addict pendant 10 ans, qui me racontait que la pornographie, c'était la drogue du gentil garçon. Parce que en fait, t'as pas besoin de... Enfin, quand tu prends de la drogue ou quand voilà, tu fais des jeux d'argent ou des trucs comme ça, tu sais que c'est mal et tu sais que tu es en train de faire quelque chose de pas bien. Alors que la pornographie, en 2-3 clics, c'est bon. Tu peux faire ça... C'est pas un truc social, donc tu peux faire ça tranquillou dans ta chambre. T'as très vite effacé les preuves. Et donc, en fait, c'est très facile pour n'importe quel garçon de tomber dans la pornographie. Et c'est une drogue extrêmement puissante pour le cerveau, notamment pour le cerveau des jeunes garçons, des jeunes adolescents. Et je pense que les conséquences de tout ça vont être absolument terribles sur la société. Et là, on commence à peine à s'en rendre compte. Mais voilà. Donc on parle souvent des actrices qui sont un petit peu... Alors, vous êtes allée à la rencontre, justement, des actrices. d'anciennes actrices ou Ouais. d'actrices Et contre toute attente, elles m'ont dit qu'elles avaient été traitées comme des reines, quoi. Que tout s'était super bien passé. Alors bon, j'imagine que, comme dans tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Mais globalement, elles ont dit, moi, mes intérêts ils ont toujours été bien respectés. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, oui, voilà. Mais c'est aussi une grosse industrie, hein, il faut le rappeler. Bien sûr. La pornographie, Ouais. c'est une grosse industrie. Hein. Quand on joue sur un des trucs les plus primaires du cerveau et on en fait un hyper stimuli, hyper addictif, évidemment, c'est comme la nourriture, quoi. Si tu crées une nourriture hyper addictive, évidemment que tout le monde va se jeter dessus et que ça sera un marché gigantesque où tu peux te faire énormément d'argent, ouais. Alors, vous parlez des hommes, enfin des garçons qui sont addicts, mais je suppose qu'il y a aussi des femmes addictes. C'est un phénomène beaucoup moins fort en ce qui concerne la pornographie. Je dirais que chez les femmes, le problème de la pornographie, il est un petit peu différent. En général, les femmes, elles sont plutôt accros à leur sextoy. Donc, c'est encore un autre sujet. Voilà. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à avoir d'orgasme sans sextoy et il faut toujours surenchérir, etc. Donc, il y a vraiment tout encore un autre sujet. Il y a certaines femmes, bien sûr, qui sont addictes au porno, mais c'est quand même le phénomène est quand même vraiment moins grave que la problématique des jeunes garçons. Parce que les conséquences que ça a sur leur vie, aujourd'hui, sont vraiment dramatiques, quoi. Donc, non, c'est vraiment un problème de société qui est aussi grave que la cigarette, que l'alcool, que... Voilà.
je pense que c'est un sujet qu'il faut amener sur le devant des médias, et je comprends pas très bien pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des hommes qui voulaient témoigner. J'en ai trouvé qu'un seul, au dernier moment. Tous les gars que j'ai contactés, même ceux qui avaient des associations, des gens qui avaient des blogs, qui parlaient de ce sujet-là, ils ont refusé de parler devant ma caméra, même sous anonymat. C'est-à-dire que même sous anonymat, c'est juste le simple fait de s'asseoir comme je le fais actuellement devant une femme, devant une caméra, et de parler de son addiction ou rien que de sa consommation, rien que ça génère tellement de culpabilité que les gars ne peuvent pas se résigner à venir devant ma caméra. Enfin, c'est dingue, quoi. Je comprends pas comment ça peut être aussi peu discuté aujourd'hui, quoi. Moi, ça me rend folle, mais voilà. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier, hein. C'est un peu pour sortir ces sujets que finalement... on sait que c'est je sais pas comment dire, oui, on sait que regarder du porno, c'est pas bien, quoi, mais oui, et ensuite, est-ce qu'on peut épiloguer, en fait? Est-ce qu'on peut en parler? Je sais pas. Alors, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur le 3e documentaire? Alors, non, parce qu'en fait, j'ai quitté Omerta. Là, c'était mon dernier documentaire chez Omerta. Ça me prend entre 4 et 6 mois pour faire un documentaire. Ça me prend toute ma vie. Enfin, je fais que ça pendant 6 mois. Et en réalité, il n'y a pas tant de personnes que ça qui le voient. Les gens que je veux toucher, les gens à qui j'ai envie de parler, sont des jeunes qui sont plutôt sur TikTok, qui ont plutôt des contenus de 25 secondes à la chaîne. Donc voilà, j'essaye une autre stratégie. Je vais essayer de faire plus de vidéos, plus de contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus simples à comprendre, parce que j'ai tendance un peu à me perdre toujours dans mes explications. Je vais essayer de cultiver l'art de la synthèse. Donc c'est quoi? On vous retrouvera sur les réseaux sociaux Tout à fait, uniquement, ouais. et peut-être une nouvelle chaîne YouTube alors? Ou la même? Non, sur la même, sur ma chaîne YouTube. Ouais, bien sûr. Je ferai peut-être des petits documentaires, mais plutôt de 30 minutes. J'avais une idée de faire un documentaire sur l'envie des jeunes à vouloir devenir connus. Je voulais l'appeler Fame. Il y a un truc aujourd'hui où on veut plus devenir astronaute, on veut plus devenir chirurgien, on veut devenir influenceur. Hein. Voilà, youtubeur. Ce que quelque part je peux comprendre parce que je suis moi-même youtubeuse, mais je pense que aujourd'hui on a perdu le pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux devenir connu? C'est quoi ton message? Quelles sont les conséquences qu'il y a à tout ça? Voilà, je voulais un petit peu peut-être dénouer un petit peu tout ça, et puis surtout le manque de sens. Enfin, voilà, si je fais des vidéos, à mon avis, ça sera pour vraiment me focus sur la racine de tous les maux, finalement, c'est le manque de sens dans ce qu'on fait et dans cette espèce de société qui a tendance un peu à nous aliéner. Voilà. Donc, ce sera plutôt ça mes sujets de prédilection dans le futur. Eh bien, on a hâte de découvrir la suite alors. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Amélie Menu. Merci à d'être vous. venue, d'avoir partagé votre expérience. Avant de terminer, je vais vous inviter à nous dédicacer notre livre, et puis on termine cette émission comme ça. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et fait par le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupe ou structure ou encore association. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important, ce genre de médias indépendants. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, bon courage à vous pour la suite. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon, bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.